savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On continue à suivre la situation au Liban. Et là, c'est l'armée de terre, là, au sol, que l'armée israélienne a fait des incursions au Liban, ce qui est une première. Jusque-là, ça avait été des frappes aériennes. On parle d'une incursion militaire limitée, Mario, quand même, par Israël dans le sud du Liban, mais quand même, l'image est très, très forte. On dit cibler, là, vraiment, là, des cibles du Hezbollah dans la région. On parle de violents combats. Et parallèlement à tout ça, on a aussi entendu les sirènes d'alerte anti-aérienne dans le centre d'Israël ce matin. Pourquoi? C'est qu'il y a plusieurs tirs, plusieurs projectiles qui ont été lancés à partir du Liban. Ils auraient été interceptés par le fameux bouclier antimissile israélien. Mais ça survient dans un contexte extrêmement tendu. On crée un embrasement dans la région. D'une part, le gouvernement canadien a réservé 800 sièges supplémentaires à bord d'avions pour évacuer les Canadiens du Liban. C'est la ministre des Affaires étrangères sur X, Mélanie Joly, qui a invité les citoyens à partir maintenant, là, en raison de la situation extrêmement tendue, une situation très dangereuse. Un premier vol qui doit partir d'ailleurs aujourd'hui, là, Mario, et ce seront des places réservées aux Canadiens, aux résidents permanents et aussi à leurs familles. Plusieurs compagnies aériennes aussi qui ne circulent plus du tout dans le ciel du Liban. Plusieurs vols qui ont été annulés en raison du contexte géopolitique actuel. Et de son côté, le président Joe Biden a lancé encore une fois un appel à un cessez-le-feu, se dit opposé à des opérations terrestres d'Israël au Liban. Et le patron des Nations Unies, Antonio Guterres, lui aussi s'est opposé à ce type d'invasion terrestre. Si j'étais conseiller de Joe Biden, je comprends qu'on va me dire c'est comme en patinage artistique, là, une figure imposée, il faut que tu dises ça, mais c'est à se demander s'il faut encore que tu dises ça. Est-ce que, comme président des États-Unis, tu peux te permettre de répéter aussi souvent un souhait et ne pas être entendu? Mais sans la moindre conséquence. Là. Tu comprends? Tu demandes un cessez-le-feu, puis Netanyahou intensifie la guerre. Là. Fait que c'est comme si, comme président américain, t'as vraiment l'air de la personne, là, tu sais, qui hurle, qui s'en va dans le désert, puis qui hurle à s'arracher les cordes vocales, là, tu sais, personne n'entend, personne réagit, personne fait rien. Il est où le point où tu dis, OK, mais là, ça mine l'autorité. C'est vraiment le principe des parents aussi, tu sais, que les jeunes n'écoutent jamais, là, tu sais, ils crient les mêmes phrases jour après jour, puis il n'y a jamais de conséquences, puis les jeunes, le parent hurle, puis le jeune continue ce qu'il est en train de faire sans se modérer. Il y a un côté où tu dis, OK, mais la notion d'autorité est-elle en train de se gaspiller ou de se perdre là-dedans? J'ai rarement vu ça, là, tu sais. Puis, bon, je pense que Netanyahou en profite, se dit que les Américains, en campagne électorale, peuvent pas se mettre le vote de la communauté juive à dos. Fait que du côté des démocrates, on endure ça comme ça, mais il y a un côté épouvantable. Fait combien de fois que Joe Biden dit qu'on est proche d'un cessez-le-feu, il souhaite un cessez-le-feu, on négocie un cessez-le-feu, il demande à Netanyahou quelque chose, et rien. C'est ce qu'on entend, c'est l'écho de sa voix, là. Et il y a une date qui s'en vient et qu'il faut absolument entourer sur le calendrier, c'est le 7 octobre. 7 octobre, ça fera 1 an, cette attaque du Hamas contre Israël, et on craint vraiment des débordements chez nous, là. On a beaucoup parlé de l'importation du conflit ici. On a eu encore un... Hier, hein? Ben oui, on a eu encore un exemple là, dans la soirée de dimanche à lundi. Manifestation au centre-ville de Montréal. Il y a 4 personnes qui ont été arrêtées. Ils étaient une cinquantaine des manifestants pro-palestiniens. Il va falloir qu'on m'explique en quoi le fait de fracasser une quinzaine de fenêtres du pavillon de l'Université Concordia, en quoi, par exemple, vandaliser des vitrines de la SAQ, de Holt Renfrew, d'un hôtel, va faire en sorte que le dossier va avancer là, dans le cessez-le-feu de la bande de Gaza. Il y a même un cocktail Molotov qui a été lancé vers les policiers, Mario. Fait qu'on manifeste pour la paix. Oui. Puis on lance des cocktails Molotov aux policiers. Ben, c'est logique, non? On manifeste pour la paix, mais on est dans un pays où il y a la paix. On a la chance de vivre dans une ville où il y a la paix, mais on sème le chaos.
puis on affronte les policiers, puis on lance des bombes. Comment tu veux que ton message fasse entendre quand tu fais ça, honnêtement? En tout cas, ça a été très, très, très critiqué. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, parle de gestes inacceptables. Le SPVM a procédé aux arrestations, ne tolérera pas ça. Manifester, oui, mais saccager des biens, blesser autrui, porter atteinte à l'intégrité physique de nos agents de la paix, ça, c'est non. Et François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, qui va garder un œil là, sur l'évolution de la situation dans les prochains jours, il dit sur X également, au Québec, on a la chance de pouvoir manifester nos opinions librement. En tant que société, les gestes de violence ou d'incitation à la haine, on ne peut pas tolérer ça. J'appelle à l'ensemble de la classe politique à les dénoncer. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que ce sera dénoncé vraiment par l'ensemble de la classe politique? On a eu certaines opinions un peu plus particulières. Mais le 7 octobre, c'est lundi prochain. Lundi prochain. Peut-être en des manifestations en fin de semaine, lundi. J'ai l'impression que le SPVM, le service de la police de la Ville de Montréal, va être sur ses gardes. Il y a un sondage ce matin, c'est l'actualité là, qui fait maintenant affaire avec la firme Pallas. Oui, un sondage Pallas Data pour l'actualité et QC 125, cet agrégateur de sondages qui nous démontre que si des élections avaient lieu aujourd'hui, le Parti québécois est confortablement en tête. Je dirais qu'on est même revenu à des chiffres... au meilleur chiffre du PQ. Au meilleur chiffre du PQ là, avant l'été. 34% pour le Parti québécois, 22% pour la CAQ. Et là, c'est là que les choses deviennent aussi intéressantes. 18% pour les libéraux, 14% pour les conservateurs d'Éric Duhaime, si bien que Québec solidaire a dégringolé à la 5e place avec 12% seulement. Marie. Il était deuxième il y a 2 ans. Là. Il était deuxième derrière la CAQ à un certain point. On disait que c'était la véritable opposition officielle. Dans le cas du PQ, d'abord... je reste prudent sur Pallas parce que c'est une firme, pour moi, qui n'a pas été testée. C'est une firme qui est arrivée après la dernière élection. Puis le vrai test d'une firme, c'est OK, tu sondes dans la période électorale, puis là, on regarde le résultat du vote, puis on compare. Donc, c'est une firme, pour moi, qui n'a pas été testée, contrairement à Léger ou à d'autres. Bon, quand même, c'est une firme sérieuse. Je suis pas en train de dire que c'est pas une firme sérieuse. Est-ce que, si vraiment c'est le cas, puis si c'est confirmé par des Légers puis d'autres sondages, puis que le PQ a repris la tête, ce que ça voudrait dire, que la CAQ, à force de tout mettre le blâme sur le gouvernement fédéral, là, de dire c'est le fédéral, tout va mal, c'est Ottawa, c'est Trudeau, c'est le fédéral, repousse l'électeur vers le PQ, là. Tu comprends? Parce que dans le fond... L'indépendance, la solution à tous ces problèmes. C'est ça le message ultime du PQ. L'autre affaire sur Québec solidaire, là, je pense qu'il doit y avoir de l'inquiétude pour vrai, parce que là t'es confirmé par Léger. T'as 2 firmes. Le dernier Léger disait la même chose. T'as 2 firmes qui disent qu'Éric Duhaime est passé devant Québec solidaire. Puis Éric Duhaime, sincèrement, n'a pas tant de visibilité que ça. Il y a eu sa campagne là, sur la liberté, un peu anti-auto électrique, puis l'objectif de auto électrique. Mon char, mon choix. Mais sinon, il n'y a pas de grosse visibilité. Est-ce qu'il bénéficie de l'effet Poilievre, puis qu'on dit les conservateurs vont gagner? Est-ce que le mot conservateur... Parce que Poilievre, c'est pas si populaire que ça au Québec, je sais pas. Mais il y a de quoi s'inquiéter pour QS. Là. Comment on explique justement la perte de popularité de ce parti-là? Ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a 2 affaires. Québec solidaire a perdu un certain momentum. À un moment donné, c'est cyclique, ça peut revenir, mais à la dernière élection, ils se sont présentés comme la véritable opposition officielle. Puis tout à coup, le Paul Saint-Pierre Plamondon est passé devant eux, leur a damé le pion. Et ils ont perdu l'aspect de la nouveauté. Le parti qui sonne le plus frais, nouveau, renouvelé, jeune, c'est fou parce que le PQ était vu comme un parti de vieux, puis Paul Saint-Pierre Plamondon a ramené ça comme un parti beaucoup plus qui a l'air jeune, qui a l'air nouveau, qui a l'air... Alors que Québec solidaire, ben, il y a comme un côté où le train est passé. L'autre affaire, c'est qu'ils ont beaucoup misé ces derniers temps sur des gains parlementaires. Je donne un exemple, ce printemps, ils ont gagné leur point là, sur la clause qu'on peut pas évincer d'un logement des personnes là, de 65-70 ans et plus, puis qui sont dans un logement depuis un certain temps. Et là, puis le gouvernement a accepté leur amendement. Ils ont dit que c'est une grosse victoire, ce qui est vrai. Mais c'est chiant en politique. Quand tu gagnes ton point, il n'y a plus de débat. Non. Puis là, on n'en parle plus. Fait que tu ramasses un bien faible crédit pour ta victoire. Tu ramasses bien plus de crédit quand quelque chose marche pas. Puis là, pendant 6 mois, comme mettons, Poilievre avec l'inflation, là, tu tapes sur le clou avec une masse de 10 livres, puis envoies sur le clou. Quand tu réussis à convaincre les autres partis de voter avec toi, c'est sûr que le soir aux nouvelles, un soir, vote à l'unanimité.
Merci, bonsoir. Bravo. Non, mais la mémoire est une faculté qui oublie rapidement. Puis, le lendemain, c'est fini, là. Puis personne ne parle jamais de ça, là. C'est vrai que c'est là, un gros... eux, ils se vendent, on a obtenu un gain. Puis une semaine après, un gain, je me souviens plus trop quoi, peut-être. Fait que, puis, je pense là-dessus, Québec solidaire, moi, j'ai senti que dans la présente session parlementaire, on revenait avec beaucoup plus de pics, là. J'ai senti dans les premières périodes de questions, Gabriel Nadeau-Dubois a pris conscience de ça, là, que ces gains parlementaires, c'était bon pour dire que tu as fait un gain à tes militants, mais que c'est pas avec ça que tu gagnes que tu gagnes la bataille politique. François Legault, il va passer la semaine à Paris. Ben oui, pour assister au sommet de la francophonie, pour faire une mission économique. Ouais, c'est ça, c'est que là, il a élargi sa présence à Paris. Tant qu'à faire, tant qu'à y aller, tous bien de... rencontre avec le grand patron d'Alstom pour le dossier du tramway de Québec, entre autres. Réunion avec le nouveau premier ministre français, Michel Barnier, qui a formé son cabinet, son gouvernement, là, il y a quelques jours à peine. François Legault va s'entretenir avec lui. Ce sera intéressant de voir aussi, parce que M. Trudeau est là, hein, je pense aussi, sauf erreur. Est-ce qu'il y aura un dîner? Est-ce qu'il y aura des dîners? Est-ce qu'il y aura un souper? Est-ce qu'il y aura un malaise encore? Techniquement, là, Patrick, dans les sommets de la francophonie, la délégation du Québec, la délégation du Canada sont comme un peu ensemble, là. Fait qu'ils pourraient être assis dans la salle. Une grande table. Ben, assis, non, mais dans la salle de congrès, assis côte à côte, là. Ouais. Ça, j'ai quand même bien. Non, mais dans le passé, c'était des moments de grande complicité, là. Et qu'on est loin de ça. Non. Peut-être réconciliation, c'est peut-être là où on va... Ouais, peut-être une réconciliation, mais là, c'est parce que, tu sais, un désaccord, mettons, sur un point, sur un projet de loi, ou sur le Québec voudrait plus d'argent pour la santé, puis l'Ottawa va dire, ben, tu sais, je l'ai pas l'argent, puis tu finis par... Mais quand François Legault dit, là, écoute, le Bloc devrait pas sauver Trudeau, là. Trudeau, là, faut le mettre dehors, là. Faut qu'il... C'est sûr, ça fait un fait. Ça fait un fait. Non, mais tu comprends, c'est la réconciliation. Non, mais réconciliation, c'est pas un dossier, là. C'est que Legault, il dit Trudeau, out, bye, dehors. C'est quoi derrière? C'est dur pour Justin Trudeau de dire c'est pas grave, là, il dit ça de même, c'est un dossier, on s'entend. Ben, sur le reste, c'est dur de dire sur le reste, on s'entend. C'est comme profond. Et d'ailleurs, en parlant du gouvernement fédéral qui est sur la corde raide, ben là, aujourd'hui, c'est au tour du Bloc de déposer sa motion. Oui, c'est sa journée de l'opposition, une motion sur la modification des pensions pour les aînés. On sait que ça fait partie des deux conditions. Avec cet ultimatum lancé par le Bloc québécois, donc jusqu'au 29 octobre prochain, dans l'espoir de faire des gains, oui, sur les pensions des aînés, mais aussi sur la question de la gestion de l'offre. Si aucun gain n'est réalisé après le 29 octobre, M. Blanchet va tendre l'oreille, là, va pouvoir discuter avec les partis d'opposition. Mais là, il y a un scénario qui pourrait se dessiner. Ah oui? Bon, parce que là, aujourd'hui, le Bloc fait sa motion pour dire, il faut que mon affaire, ça passe, les pensions, les gens de 65 à 74 ans, OK. Mais la semaine passée, puis ça a passé inaperçu là, dans le brouhaha à Ottawa, mais il y a quand même eu un vote où tous les partis ont voté pour. Là. Le Bloc a fait avancer son projet de loi d'une étape, mais pas dans les grosses motions. Là. Juste dans les travaux parlementaires du quotidien, le Bloc a fait avancer, puis tous les partis ont voté pour. Et ce que j'entends à Ottawa comme hypothèse, c'est que là, personne ne veut perdre le vote des personnes de 65 à 74 ans. C'est le plus gros bloc de voteurs. Des gens qui participent, là, les jeunes de 18-20 ans, ils vont pas voter. Les gens de 65 à 74, là, ils vont voter. Donc, ils sont hyper importants électoralement. Mais aucun parti se les met à dos. Mais tout le monde trouve, peut-être pas le NPD, mais les conservateurs, les libéraux sont pas bien pour ça. Puis ils disent c'est bien trop d'argent, puis on n'a pas les moyens de faire ça. Puis faudrait-il tout de l'argent qu'il faudrait emprunter? Donc, il y a l'air d'avoir une certaine foi dans le Sénat. Pour dire, nous autres, on est des élus, là, tous les partis politiques. Fait qu'on va pas se mettre les aînés à dos. On a confiance que dans le Sénat, mais eux ne sont pas élus, puis qu'il va se retrouver dans le Sénat une espèce de sagesse qui va penser aux finances du Canada. Un comptable, à un moment donné, qui va bloquer ça. Et est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Écoute, puis que ferait le Bloc québécois? Parce que les sénateurs, il y a plusieurs sénateurs indépendants, dont des économistes, donc il y a des gens de finances là-dedans. Alors, si le Bloc a l'unanimité des partis politiques, tout le monde a voté avec lui, mais des sénateurs indépendants retardent l'adoption. Ils ne pourraient pas nécessairement la bloquer, là, même s'il y avait une majorité au Sénat qui est pour. Mais ça en prend juste une dizaine qui font des débats, qui prolongent les débats, qui posent des questions, qui étirent l'étude. Puis le 29 octobre, c'est pas adopté. On pourrait se trouver dans un scénario, est-ce que le Bloc renverse le gouvernement Trudeau
parce que des sénateurs indépendants étudient plus longuement son projet. Là, on va dire, là, le Bloc, ça se... En tout cas, il y a des scénarios qui sont plus brumeux, là. Tu sais, ça paraît simple, pour ou contre, mais il y a des scénarios qui sont plus embrouillés un petit peu. Ce soir, moment important dans la campagne électorale américaine. À CBS, ça va se faire à Manhattan, le face-à-face, le débat entre J.D. Vance et Tim Walz. C'est un débat important parce qu'il n'y aura pas d'autre débat présidentiel, là. Kamala Harris contre Donald Trump, on l'a vu une fois, puis ça va être la seule fois qu'on va le voir dans cette course à la Maison-Blanche. Là, c'est un débat entre M. Vance et M. Walz qui est très, très, très attendu. Vraiment, les deux traînent quelques casseroles. Il y a quelques casseroles, effectivement, derrière chacun des deux, avec leur personnalité bien connue. Tu t'attends à quoi, toi, Mario? Ben, en fait, ce qu'on nous prépare, c'est que Vance est un auteur, un polémiste, un débatteur professionnel, tu sais. Alors que Walz mise sur le fait que lui est un enseignant, est habitué de parler devant un groupe, est habitué de parler devant le monde, mais jamais en confrontation, jamais en débat. Donc, Walz a baissé les attentes. Mais je m'attends à ce que ça soit assez sale, là. Je m'attends à ce que ça joue très, très, très dur. Maintenant, je m'interroge, est-ce que ça change vraiment le vote? C'est-à-dire que, écoute, Harris et Trump, là, commencent à être pas mal connus, là. Si t'es indécis aujourd'hui, on s'entend que t'es pas très politisé, là. 95%, ou plus ou moins 95% de la population a une idée, là, à ce point-ci, ferme, là. Si tu fais partie à un mois du vote encore des indécis, tu dis « Ah, moi, je suis indécis », on s'entend, c'est que tu fais partie de l'électorat qu'on appelle peu politisé. Tu suis peu de nouvelles politiques, tu t'intéresses pas à ça, à la politique. Tu as l'intention d'aller voter parce que tu trouves ça important, mais si t'es maniaque de politique, t'es branché, là. Moi, tu t'es fait un choix entre les deux, là. C'est assez clair, là. T'aimes un, t'aimes l'autre, t'aimes pas un, t'aimes pas l'autre. Et donc, est-ce que moi, je pense que les indécis vont faire leur choix sur Trump, Harris, quelques éléments de leur personnalité, ou peut-être des thèmes politiques, de dire, ah ben là, Harris ou Trump a parlé de tel sujet, puis moi, ça me touche dans ma vie, puis je vais voter pour lui ou pour elle. Est-ce qu'ils vont voter pour le vice-président? Est-ce qu'une personne non politisée ou peu politisée va voter pour... Alors, pour cette raison-là, moi, je pense que ce soir, ils ont beaucoup plus un potentiel de nuire que d'aller chercher des votes. S'ils font une gaffe, s'ils disent une bêtise, là, ça va venir complètement empêtrer, encombrer la campagne de leur candidat à la présidence pour les prochains jours, la prochaine semaine. Il y a un potentiel de faire déraper la campagne. Mais est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de dire, mettons quelqu'un, là, moi, je voterai pas pour Kamala Harris, mais j'aime bien Tim Walz. À cause de Tim Walz, je crois pas à ça. Moi, je crois pas que ça peut tant que ça changer le vote. Mais ça peut faire déraper une campagne. Est-ce qu'il aurait pu ne pas avoir lieu? Est-ce qu'il aurait pu décider de pas le faire? Il y en a toujours un. C'est que généralement, il reste un débat à la présidence. Donc, normalement, il resterait un autre. Donc, tu as le débat des candidats à la vice-présidence, des colistiers, puis il te reste un débat présidentiel après. Ce qui fait que le débat des colistiers est quand même important, mais tu sais, là, comme c'est le dernier, comme le dit Alexandre, comme c'est le dernier, puis il n'y en a plus d'autres après, c'est sûr que ça lui donne un caractère un peu plus dramatique. Là, c'est le dernier moment c'est le dernier débat de la campagne. Et de quoi on se souvient du dernier débat entre Kamala Harris et Mike Pence? Eating the dog. Non. La mouche. La mouche. Qui tournait autour de la tête. Autour de Mike Pence. De Monsieur Pence. Pas grand-chose. Avec des cheveux qui avaient des cheveux blancs immaculés, mais que la mouche était encore plus visible. Les vendeurs, les marchands d'instruments de musique qui sont inquiets, Isabelle? Bien, puis avec raison, à part ça, c'est un article qui est sorti dans la presse en lien avec l'Office québécois de la langue française qui veut que tout soit affiché en français. Et ce qu'on nous raconte, c'est que les détaillants, entre autres d'instruments de musique, qui vendent des produits spécialisés, souvent uniquement en version anglophone, sont inquiets parce que des fournisseurs, on demande des emballages soit bilingues, mais la plupart des fournisseurs refusent de s'attarder à ça parce que la plupart... Techniquement, ça te prendrait les instructions, les papiers de garantie, tout ce qu'il y a dans la boîte, bilingue. Puis il y en a plein pour qui ils savent pas vraiment c'est où le Québec, ça map. Donc pour eux, ils voient pas nécessairement parce que ça engendre des frais. Donc, c'est parce que c'est le problème mettons que tu vends des laveuses, des sécheuses, c'est des milliers que tu vas vendre au Québec. Mais si tu vends des guitares électriques, tu vas peut-être en vendre, je sais pas moi, 5 au Québec ou 3. Ou tu sais, c'est des produits hyper spécialisés. T'en as plusieurs sur le marché. Avec qui va choisir tel modèle? C'est des petits nombres de produits très...
Et là, tu dis, OK, là, ça se peut que les gens dépensent pas l'argent pour traduire dans toutes les langues. Ça coûte de l'argent, ça, faire ça pour une petite niche. Là, fait que je peux comprendre en quelque sorte. Donc, ça serait illégal de les vendre. Oui, donc il pourrait y avoir quand même des frais. Là. On pense à l'article 51 de la Charte et la loi 96 qui prévoit des sanctions pour chaque journée où il y a une infraction qui est constatée. Donc, les compagnies d'instruments de musique comme Long & McQuaid, par exemple, ont peur un peu de ça parce qu'ils se disent, bon, là, on est ciblé par ça. Avant la fin de l'année, il faudrait que tout soit traduit, mais il y a beaucoup de choses qui n'est pas de notre ressort. T'sais, si les fournisseurs ne veulent pas traduire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais? Puis on s'entend que dans l'industrie de la musique, on utilise beaucoup de mots anglophones. Je pense juste à des in-ear. J'ai jamais entendu le mot en français. Ah ben là, je voyais ce matin treble, bass, sur l'appareil, le treble, bass, vraiment, c'est pas souvent traduit, ça. Le pic, ça pique fast, level, comment tu vas traduire ça en français? Bref. Mais ça se traduit, mais est-ce qu'on va fabriquer d'autres guitares pour le marché? C'est des vraies questions complexes. Puis t'en parlais, le manuel, le papier de garantie, je comprends l'inquiétude. Je me dis peut-être que dans ce cas-ci, on pourrait y aller au cas par cas parce qu'il semblait y avoir vraiment une fermeture par rapport à l'article 51. Mais je me dis, en lisant l'article, je me dis, il doit y avoir, probablement que si on parlait à d'autres types de commerces très spécialisés, là, tout ce qui ne vend pas grand public, mais qui vend à des gens qui font une activité, probablement dans des sports, ou des gens qui font des activités très spécialisées que peu de gens font, doivent se retrouver avec le même genre de problème. Là. Mais ce qui est curieux, c'est que là-dessus, on est intransigeant puis on ne veut pas faire d'exception à la règle, mais on autorise un Royal Mount avec ce nom-là. C'est ça qui est curieux, je trouve, dans nos décisions. Parce qu'il faut que tu le dises comme Isabelle Maréchal. Royal Mount! Ça fait tellement rire. Royal Mount? Royal Mount! Royal Mount! Et au sport, décès d'un personnage controversé dans le monde du baseball. Le roi des coups sûrs, Pete Rose, qui est décédé lundi à 83 ans. Ça a été, une carrière en 2 temps, je dirais. D'abord, comme joueur, extrêmement prolifique. A joué avec les Reds de Cincinnati, une longue les carrière. Phillies, les Expos même, à Montréal, en 1984. Mais il a été banni du baseball majeur, banni à vie en 1989, après avoir été déclaré coupable d'avoir parié sur des matchs du baseball majeur. Et pendant des années, il a tenté de faire amende honorable pour qu'il soit intronisé de son vivant au temple de la renommée. Mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est le décès de Pete Rose à 83 ans. Et juste un mot, Mario, sur toute la saga entourant Patrick Laine. On l'a vu à l'entraînement du Canadien. Il avait des béquilles. On n'a pas encore de mise à jour sur son état de santé, sur la nature de sa blessure. Est-ce que ça viendra aujourd'hui? Mais il y a eu quand même un appel au calme qui a été fait par plusieurs joueurs du Canadien envers Cédric Paré des Maple Leafs là, qui a sorti le genou pour le frapper. Ça a même rebondi à l'Assemblée nationale alors que le ministre François Bonnardel a dénoncé les propos menaçants que les internautes ont tenus envers Paré, lui qui a reçu des menaces, sa famille également, dénoncé aussi par le député libéral Enrico Ciccone, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.